Nous débutons maintenant la période consacrée aux questions des membres de la communauté. La première question provient des étudiants du séminaire « Contexte sociopolitique de l'intégration latino-américaine de la maîtrise en études internationales » du département de sciences politiques, dirigé par la professeure Graciela Duquesne-Zeller, professeure titulaire au département de sciences politiques. Ils sont avec nous cet après-midi. Leur question: en ce qui concerne l'échange humanitaire entre les victimes de séquestration et les membres des FARC prisonniers dans des prisons colombiennes, quelle est votre position? Bon. Je ne sais pas si tout le monde est au courant de la situation de la Colombie, mais disons qu'il y a en ce moment 24 otages colombiens, des soldats et des policiers qui sont encore dans les mains des FARC comme otages politiques. Il y a en Colombie 3000 otages. La majorité, ce sont des otages économiques, c'est-à-dire que les organisations qui les ont demandent des rançons économiques. Dans ces otages, je tiens à vous dire qu'il y a évidemment des hommes et des femmes, mais il y a des vieillards, il y a des enfants, il y a des femmes enceintes, il y a des malades. Donc nous sommes face à un système de délinquance organisée qui est très puissant. Les otages politiques font bande à part. Personne ne peut payer pour leur liberté. La guérilla des FARC qui les a demande en échange la libération des prisonniers des FARC, c'est-à-dire de guérilleros qui ont été pris en combat et qui ont été mis en prison. Pour vous donner une idée, la loi colombienne est une loi qui cherche la réintégration des personnes dans la société et qui donc, lorsque une personne a été mise en prison, si son comportement est bon, si en plus elle accumule des heures d'éducation et si elle fait du travail communautaire, elle peut avoir la réduction de son temps de prison réduit jusqu'à 2/3 de son emprisonnement. La peine maximale en Colombie est de 30 ans. Il n'y a pas de peine à vie. Donc, dans les cas de crimes atroces, une personne qui est capturée et qui peut, disons, avoir un comportement bon dans une prison colombienne, finit par faire tout au plus 10 années de prison. Je vous dis cela parce que mes compagnons qui en ce moment sont otages des FARC ont déjà 12 années de captivité dans les mains des FARC. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été capturées avant eux et avec eux, des FARC, sont, il y a longtemps, en liberté. C'est-à-dire que, si vous voulez, d'un point de vue de justice, il n'y a aucune commune mesure entre ce que vivent les otages dans les mains des FARC, c'est-à-dire des personnes qui sont complètement isolées, sans contact avec leur famille, sans possibilité d'avoir de médecin, sans possibilité de savoir véritablement ce qui se passe dans la vie de leur famille, de ce qui se passe avec eux. Dans une prison colombienne, vous avez ce qu'il y a dans toutes les prisons, vous avez le téléphone, vous avez la télévision, vous avez la radio, vous avez un avocat qui va vous défendre d'office, ou vous aurez votre propre avocat. Vous aurez accès à votre famille. Tout cela, ce sont des choses qui sont évidemment impossibles d'obtenir pour un otage. Donc déjà, le fait d'équiparer la situation d'un otage avec la situation d'un prisonnier dans une prison colombienne n'est pas raisonnable. Et dans cette situation, nous avons deux parties. Les FARC, qui ont pris en otage mes compagnons, et le gouvernement colombien. Un gouvernement colombien qui a été toujours dur vis-à-vis des FARC. Et cette fermeté vis-à-vis des FARC s'exprime notamment dans le refus d'accepter un accord dit humanitaire, c'est-à-dire la possibilité
que les prisonniers qui sont dans les prisons colombiennes soient échangés contre les otages qui sont dans les mains des FARC. Lorsque j'étais prisonnière, lorsque j'étais en captivité, j'ai toujours défendu la possibilité qu'il y ait une opération militaire pour nous sortir de là. J'étais une des seules en captivité à accepter cette situation et à vouloir, je l'ai exprimé dans une preuve de survie, j'ai fait public ma volonté que, effectivement, le gouvernement ait la possibilité d'aller nous chercher. Pourquoi ? Parce que je considérais à ce moment-là que nous avions le droit d'être escapés et que le gouvernement avait l'obligation de venir nous chercher. Il y a eu 2 opérations militaires qui ont tourné au drame et qui sont conclues par des massacres de prisonniers. Mais même dans cette situation, étant moi en captivité, j'estimais que les FARC n'avaient aucune envie véritable de faire un échange de prisonniers, notamment dans mon cas et dans le cas d'autres prisonniers qui avaient, disons, une position spéciale vis-à-vis du monde. Nous étions un petit peu considérés comme des prisonniers spéciaux qui attiraient l'attention, qui généraient une mobilisation. Et donc, j'avais l'impression que les FARC avaient plus intérêt à nous maintenir prisonniers qu'à négocier notre échange. Donc, j'ai toujours voulu une opération militaire. J'ai eu la chance d'être l'objet d'une opération militaire extraordinaire et parfaite. Le gouvernement colombien a fait une opération sans armes, sans sang, sans confrontation militaire. Ça a été une opération faite au bluff. Ils ont prétendu être des sympathisants de la guérilla qui allaient aider la guérilla avec leur hélicoptère à transporter les prisonniers, à faire un transfert de prisonniers d'un endroit à un autre. C'était un bluff tellement bien fait que j'y ai cru moi-même. Et j'ai pensé effectivement que c'était des personnes proches des FARC qui nous emmenaient pour nous emmener à un endroit et nous permettre de sortir du cercle militaire que nous savions s'était fabriqué dans la zone. Et j'imaginais que j'en avais pour 10 années encore de captivité.